Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette revue de marché de ce mardi 8 mars 2022, Trading University Center. Avant de démarrer, je vous laisse bien sûr prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Alors, je ne peux pas trop m'attarder sur la partie fondamentale et me répéter sur ce qui est dit, notamment au niveau des tensions actuelles. Déjà, juste un rappel par rapport à ce qui s'est passé hier. La bourse de Wall Street a essuyé une très forte baisse hier en clôture, dans le sillage un petit peu des autres marchés mondiaux, que ce soit européens comme asiatiques. Ça reste inquiet au niveau de l'absence de solution à la guerre entre la Russie et l'Ukraine et de l'impact surtout de la flambée des prix des matières premières sur l'économie mondiale. Alors, comment dirais-je, les opérateurs continuent de surveiller l'offensive de l'armée russe en Ukraine. Ça fait 12 jours maintenant que l'invasion a été déclenchée par Vladimir Poutine et la suite notamment des pourparlers entre les deux parties qui se tiennent notamment en Biélorussie. Mais voilà, il n'y a pas trop d'avancées notables, en tout cas d'après plusieurs médias. Ce matin, on reprend un peu plus de couleurs en Europe, malgré que les indices sont entrés en territoire de bear market. Alors, que ce soit pour le CAC 40 ou même pour le DAX allemand. Alors, pour rappel, on parle de bear market lorsque les indices perdent plus de 20% depuis leur sommet. Et actuellement, les indices européens ont perdu entre 23 à 24% de manière générale. Vendredi, pour rappel, on attendait quand même le fameux rapport, le premier vendredi du mois, le fameux rapport sur l'emploi américain, mais les craintes liées à l'intensification du conflit en Ukraine l'ont largement emporté sur la hausse quand même plus marquée qu'attendue des créations d'emplois aux États-Unis. On a eu quand même un rapport assez solide. Le rapport a quand même fait état de 678 000 créations d'emplois non agricoles le mois dernier, après 481 000 en janvier, alors que le consensus Reuters s'établissait pour 400 000 et le taux de chômage a également diminué aux États-Unis. Donc globalement, on a eu un rapport sur l'emploi plutôt bon, plutôt solide, mais malgré cela, les 11 indices sectoriels du S&P 500 ont fini dans le rouge, notamment les valeurs bancaires qui se font actuellement dégommer, qui ont affiché une forte baisse en raison, comme vous le savez, des inquiétudes des investisseurs quant à l'impact des sanctions occidentales contre la Russie sur notamment le système financier international. Dans l'ensemble, les actions continuent de souffrir, l'aversion risque domine, par conséquent, les opérateurs cherchent les valeurs refuges, et on le voit très clairement sur les métaux précieux, puisque, prends l'exemple de hier matin, le gold a touché pour la première fois depuis 2020 le fameux palier psychologique et symbolique des 2000 $. Et ce matin, on a l'agréable surprise qu'on a touché les 2020 $. Est-ce qu'on on va toucher les 2022 je pense qu'on n'est pas très loin et je pense que ça peut être largement dépassé. Voilà, pareil, ce matin, gros gap baissier sur certains actifs. Le prix du pétrole qui s'envole dans la perspective d'une éventuelle interdiction occidentale des approvisionnements russes. Par conséquent, les actions européennes chutent une nouvelle fois, enfin, de manière, de même que les places asiatiques hier, où là, ça se reprend légèrement. En tout cas, sur l'ensemble des indices, il y a un rebond technique qui a eu lieu ce matin. Les futurs, tout est lié aux répercussions de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Par contre, on a vraiment une flambée des prix de l'énergie, que ce soit les cours pétroliers, quand même, qu'ils ont atteint de nouveaux plus hauts depuis juillet 2008, après que les États-Unis, l'Union européenne et le Royaume-Uni ont agité, je dirais en tout cas, la menace d'un embargo sur les importations de pétrole de Russie, et en outre de nouvelles exigences de Moscou qui risquent de retarder un éventuel accord sur le nucléaire iranien qui permettrait donc d'accroître l'offre pétrolière. Globalement, toujours des marchés sous pression, des gros gaps au-dessus de la tête, gap hebdomadaire. On verra bien sûr sur la partie technique. On a quand même des niveaux intéressants à aller chercher cette semaine parce qu'on a déjà enfoncé des zones mensuelles sur les indices. Hier matin, hier ou vendredi matin, on a marqué un point bas, mais enfin hier matin surtout. Mais effectivement, on a l'impression que les investisseurs paniquent
hein, qui panique totalement. On est un peu dans une phase de capitulation et on a du mal à avoir de la visibilité sur ce marché, donc des marchés assez réservés en tout cas, mais les traders expérimentés qui savent adapter, donc bien sûr la gestion du risque, hein, ce qu'on appelle le money management par rapport au risque actuel, de la volatilité et surtout des incertitudes qui planent toujours sur ce fameux conflit entre l'Ukraine et la Russie. Au niveau du calendrier du jour, pas grand-chose à se mettre sous la dent, excepté les perspectives de l'énergie à court terme de l'EUA, donc cet après-midi à 18 h. Donc ça, c'est à surveiller concernant les stocks de pétrole. Et au niveau du programme, alors 4 actifs à mettre en avant. L'action Apple, on va parler un petit peu de la partie fondamentale et la partie technique. L'indice de coloration technologique, le Nasdaq 100, l'or et la parité USD-JPY. Alors, on va parler des actions Apple. Hop. Alors, je vais vous montrer d'abord les actions Apple. Alors, l'action Apple, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Alors, hier, une clôture à 159,19. Pardon, 159,30, ça c'était la clôture d'hier. Alors, il y a pas mal de choses intéressantes à faire sur Apple. Alors déjà, si vous disposez, je dirais, de liquidités qui attendent la bonne occasion pour acquérir des titres à long terme, en tout cas à haut rendement, moi, je vous suggérais effectivement de vous intéresser sur cette action, en tout cas de plus près. Il faut savoir que oui, effectivement, quand on regarde le graphique comme ça, enfin les graphiques sur mensuel, hebdomadaire et on va dire journalier, je vais vous le mettre tout de suite. On est effectivement sur des bougies assez impressionnantes puisqu'on a une accumulation de bougies rouges. On a eu une déroute cette année depuis le début de l'année. On a chuté à peu près à 10-11%, mais ça reste beaucoup moins, je trouve, que les autres méga capitalisations technologiques du groupe FANG. Donc l'action Apple a clôturé hier notamment à 159,30 comme vous le voyez sur le graphique. En tout cas, ça reste la plus grande entreprise du monde en termes de capitalisation boursière qui présente quand même de nombreuses caractéristiques qui en font donc une valeur assez défensive, notamment en temps de crise, avec plus de 200 milliards de dollars de liquidités. Apple reste quand même dans une position voilà, enviable de pouvoir augmenter son programme de rachat d'actions, ce qui pourrait soutenir davantage sa valorisation à long terme. Alors, personne ne sait combien de temps durera cette liquidation générale des valeurs technologiques. Néanmoins, je pense qu'il y a quand même de bonnes raisons de croire que les actions Apple vont surperformer, même si la période baissière actuelle se prolonge. En tout cas, il y a une adhérence assez intéressante de l'écosystème de cette action, de cette entreprise, et notamment la principale raison pour laquelle le fameux investisseur de valeur le plus prospère du monde, Warren Buffett, a conservé sa participation notamment dans l'entreprise depuis 2016, faisant d'Apple la plus grande participation de son portefeuille Berkshire. Donc si effectivement s'il participe beaucoup sur cette action, ce n'est pas pour rien. Il y a un vaste attrait pour les consommateurs d'Apple, son solide plan de rachat d'actions, ses futures opportunités de croissance. Je trouve que s'il y a pas mal de facteurs qui permettraient à son action de rebondir rapidement une fois cette période, je dirais, baissière terminée. Alors, sur la partie technique, on est sur un niveau extrêmement intéressant puisque là, le marché est en train de buter sur la fameuse Tenkan-sen. Ici, vous voyez le fameux indicateur d'Ishimoku que vous avez ici, donc qui coiffe entre guillemets le prix. Vous voyez que là, il est en train de coiffer, il est en train de toucher. On est sur la 3e bougie mensuelle. D'accord, la bougie n'est pas terminée. Bien sûr, il reste encore 23 jours avant d'avoir la clôture. Et tout nous porte à dire qu'on pourrait avoir effectivement un rebond sur ces zones-là, si bien évidemment la Tenkan-sen n'est pas cassée à la fin du mois. Donc ça, c'est à surveiller de très près. Les 159,30, c'est un niveau clé intéressant. Si on regarde un petit peu plus sur le côté hebdomadaire, alors,
Là, on rebondit, on est sur la Kijun. Hein. Ça, c'est une bougie hebdomadaire. Donc, chaque bougie représente une semaine de cotation. Si je prends les zones de Fibonacci entre le point le plus haut, la vague haussière que nous avons ici, la vague baissière, effectivement, si le marché bloque sur cette zone-là aux alentours des 150% des retracements de Fibonacci, soit les 160,20, tout nous porte à dire qu'on pourrait avoir une nouvelle accélération, aller chercher les 165,38. En revanche, si on passait sous les 50%, oui, effectivement, on pourrait aller chercher les 155,02, voire les 148,62. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a ce qu'on appelle une sorte de fanion, hein, pour ceux qui connaissent un petit peu ce genre de figure chartiste. C'est une sorte de fanion que vous avez ici, que je vais vous tracer tout de suite. Le marché, généralement, a tendance à buter sur cette zone. Vous voyez, une forte vague haussière, et à l'intérieur, ça consolide à l'intérieur de cette vague. Statistiquement parlant, lorsqu'on a un fanion, ou plutôt un drapeau, excusez-moi, généralement, dans 87%, comme vous pouvez le voir sur ce schéma, on a une accélération derrière. Donc, c'est un peu la même configuration que vous avez ici. Donc, on a effectivement une zone de consolidation, comme vous l'avez ici, hein. Et dans 87%, on accélère derrière. Donc, la partie fondamentale et la partie technique se rejoignent, je trouve. Ça peut être intéressant, effectivement, de pouvoir se positionner à l'achat sur des zones clés intéressantes. Alors, il faudrait éventuellement attendre peut-être la clôture de cette journée. Si on clôture au-dessus des 160,50, on pourrait avoir un petit rebond technique pour aller chercher les 165. En tout cas, on peut le voir sur ce graphique-là. Regardez ensemble ce que préconisent les analystes Trading Central, qui envisagent toujours une baisse sur Apple. L'analyse a été faite hier à 9h38 du matin. Moi, je pense qu'il est intéressant d'acheter au-dessus des 162 pour aller chercher 163, 60, voire les 164, 80. Alors, c'est une analyse qui est faite en intraday, c'est-à-dire court terme. Le court terme, c'est-à-dire que ça reste vraiment sur des objectifs très, très court terme pour aller chercher les 163, 60, 164. Ça, c'est dans le cas où on casserait le pivot. Alors, pour rappel, le pivot, c'est la ligne en bleu, enfin la droite en bleu que vous avez sur les préconisations des analystes Trading Central. On va passer sur le Nasdaq. Alors, le Nasdaq, intéressant le Nasdaq, pourquoi? Parce qu'on est déjà dans un bear market, je vous en ai parlé en introduction. Troisième bougie, on regarde en mensuel, on est sur une troisième bougie consécutive. La troisième bougie n'est pas terminée puisqu'on est toujours en mensuel, il reste 23 jours. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on rebondit pile sur les 38,20% à hauteur de 13 180. Donc, pour ceux qui avaient tracé les Fibonacci, pour rappel, je trace les Fibonacci généralement dans une vague, à partir d'une vague haussière. Donc là, une accumulation de vagues haussières depuis la crise du coronavirus, du Covid-19. Donc, on a pris la vague, le point le plus bas d'avril 2020, j'ai rejoint le point le plus haut de novembre 2021 et ça m'a tracé automatiquement les 23,6, les 38,20, 50%. Là, on est sur les 38,20. Vous voyez comment le marché peut effectivement rebondir sur ce niveau-là. Alors, deux scénarios. On casse le niveau des 38,20 et le bear market se confirme avec une décélération assez forte pour aller chercher les 12 072. Voire même la Kijun-sen que vous avez ici aux alentours des 11 700. En revanche, si on échouait, c'est-à-dire qu'on ne casse pas et on rebondit vers cette zone-là aux alentours des 13 680 à la fin du mois, alors tout nous porte à dire qu'on pourrait avoir un rebond pour le mois prochain. Alors attention quand même, attention parce que là, la semaine prochaine, il va y avoir effectivement l'intervention de Jérôme Powell, je vous en ai parlé à de maintes reprises lors des précédents briefings, avec notamment l'augmentation des taux d'intérêt. Alors, certains envisagent 4-5 taux, il y en a qui envisagent 6-7 taux, mais là, avec les tensions géopolitiques, je pense que Jérôme Powell va essayer de trouver des solutions pour ne pas faire chahuter les marchés et donner un gros choc boursier. Mais on reste quand même dans une configuration assez baissière sur l'ensemble des indices boursiers. Le Nasdaq tient pour l'instant, on va regarder en hebdomadaire. Donc là, vous avez les Fibonacci, mais en zoom, hein, vous êtes sur une phase hebdomadaire. La zone ici que vous avez ici, c'était une zone de support qui a été cassée. Et donc là, fera office de résistance. L'objectif, c'est de remonter aux alentours des 13 800. Actif très intéressant à surveiller de très près. Il ne faut pas que ça casse. Si ça casse les 13 180 à la fin de la semaine, ça peut donner des signes plutôt baissiers pour la semaine prochaine. Voilà, ça surveille de très près, notamment à l'approche, je dirais,
de l'intervention de Jérôme Powell. Et en journalier, alors en journalier, je vous ai tracé, effectivement, ici, vous avez la zone des 141%. Alors, si ça passe au-dessus, sur du court terme, au-dessus des 13 396, on pourrait aller chercher cette zone-là, la zone de la Tenkan aux alentours des 13 490 à peu près. Et si ça franchit les 13 490, là, on pourrait chercher les 13 735, ce qui pourrait donner un signe positif sur le Nasdaq. On va regarder ce que préconisent les analystes Trading Central qui envisagent toujours une baisse sur comment dirais-je, le Nasdaq, tant qu'on est en dessous des 14 390. Alors, l'analyse a été faite le vendredi 4 mars. Donc, il y a eu le premier objectif a été atteint puisque les 13 475 ont été touchés. En revanche, les 13 030 n'ont pas encore été touchés. Donc, il y a encore un potentiel pour qu'on aille les chercher tant qu'on est en dessous des 14 390. On va regarder l'or. Comme je vous l'avais dit juste avant, l'or a touché un niveau symbolique. Hier matin, le seuil psychologique des fameux 2000 $. Le marché retrace un petit peu légèrement actuellement. On va regarder ensemble. Il a touché cette nuit, vous voyez ici, la zone des 2020. C'était le niveau le plus important de la journée. Le marché a encore un potentiel énorme d'accélérer. Est-ce qu'il va nous faire un pullback, sorte de retour? Alors déjà, on regarde en mensuel. Déjà, on regarde en mensuel, juste pour rappel. Donc là, vous avez chaque bougie mensuelle. J'ai tracé les Fibonacci. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a touché les zones de 2020 et le record historique du mois d'août 2020, puisqu'on a touché les 2074,98 à cette période. Et ce qui va nous toucher, voire aller chercher plus haut sur les prochaines séances, tout nous porte à dire que on peut considérer l'or comme un actif qu'il faudra intégrer dans votre portefeuille parce qu'il a encore du chemin à parcourir selon beaucoup d'analystes. L'or pour aller chercher les 2200 voire les 2500 $. Maintenant, le timing, ça c'est impossible de le prévoir, mais effectivement, il a le potentiel pour. L'idée, est-ce qu'il va nous faire une sorte de round bottom? Là, une forme vous voyez là un petit peu, c'est une figure chartiste qui est intéressante. Donc là, généralement, lorsque vous avez un round bottom, le marché a tendance à accélérer derrière. Donc je pense sérieusement que l'or a un énorme potentiel pour encore accélérer de nouveau. Donc voilà, pour ceux qui ont cette opération sur le portefeuille, bien évidemment, vous pouvez faire du court terme, mais également du moyen long terme. Est-ce que, si on regarde un peu l'hebdomadaire, vous avez effectivement la résistance ici qui a été franchie. Vous voyez, la zone rectangulaire que vous avez ici a été cassée la semaine dernière. Et là, on peut avoir l'objectif, c'est les 2030. Déjà, dans un premier temps, 2030, voire les 2075, c'est l'ancien record historique. Est-ce que le marché va nous faire un contre-pied, nous dire on va descendre d'abord sur ce niveau-là et hop, repartir à la hausse après? Il faut savoir tenir. Est-ce que je pourrais tenir jusqu'à cette zone-là? Ce qui serait aux alentours des, si on regarde bien un petit peu le niveau, c'est 1904, 1920 à peu près. C'est effectivement la zone clé de nouveaux acheteurs. Mais est-ce que ça va être le cas? Est-ce que le marché va tenter de le faire ou il va continuer son ascension un peu comme le fait aujourd'hui le pétrole, comme j'en ai parlé hier? En tout cas, tout nous porte à dire qu'il peut toujours continuer à accélérer. On est dans une très forte ascension et c'est très intéressant. Regardez avec les Fibonacci comme quoi c'est intéressant toujours de tracer vos Fibos. Ici, vous avez les 23,6% en 1926. Je l'avais tracé sur du long terme. Et regardez comment en daily, c'est-à-dire en journalier, hop, ça a cassé, pullback sur la zone des Fibonacci. Il a pris appui sur cette zone-là et hop, on accélère. Voilà, donc je pense qu'on... Voilà. Alors, je vais le bloquer comme ça évite de le toucher. Voilà. Voilà, donc on a un énorme potentiel pour aller chercher encore plus haut, aller chercher les 2030, voire les 2075.
On va regarder ce que préconise l'analyste Trading Central. Voilà, 2075, qui sont les objectifs. L'analyse a été faite hier à 2h42 du matin. Objectif 2075, 2125. Donc, on est au-dessus des 1875. C'est une analyse qui est faite moyen terme. Hein. Donc, voilà, il faut laisser travailler et vous décaler au fur et à mesure vos stops. On va passer sur la paire de devises USD JPY. On va regarder ça ensemble. Hop, on va d'abord regarder sur du long terme. Alors, le mensuel, intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce que le mois dernier, le marché a échoué, enfin échoué. Il a fait une sorte de pullback avec un doji, donc un chandelier d'indécision sur la zone que vous avez ici en rectangulaire, qui est une zone de support, qui était résistance jusqu'au moment où la cassure a été faite le mois de décembre 2021. On a tenté de reprendre en dessous, mais ça a échoué. Et là, le marché peut nous donner une nouvelle impulsion haussière pour aller chercher les 117, voire voilà, la zone ici que vous avez aux alentours des 118,67. Donc là, l'USD JPY, c'est un actif extrêmement intéressant à laquelle je vous recommanderais fortement. Si je fais les Fibo avec vague haussière, vague baissière, ici, donc je prends le point le plus bas, le point le plus haut et le point le plus bas ici. Vous voyez comme quoi, ici, vous regardez un peu ce qui est intéressant, c'est qu'on a une cassure ici mensuelle du mois de décembre 2021, tentative, on rééchoue ici. Alors, on a tout nous porte à dire qu'on peut aller chercher les 118. Voilà, c'est un actif que je vous recommanderais fortement, l'USD JPY. Faites attention à vos stops, que ce ne soit pas à chaque fois stoppé par vos niveaux. Donc, faites attention où vous mettez vos stops. Objectif 116,21 sur du court terme, 117 sur du court terme aussi. En tout cas, selon mon avis, hein, selon mes analyses. On va regarder ensemble ce que préconise l'analyste. 116,35 et 117,40. Donc, c'est à peu près la même configuration. À savoir que c'est une analyse qui est faite depuis la semaine dernière, donc qui n'a pas été mise à jour et qui est faite sur du moyen terme, puisque l'analyse a été faite en daily. Donc, un objectif très, très intéressant sur l'USD JPY. Voilà pour ce mardi 8 mars. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour un nouveau briefing.